fois, on demandait à un metteur en scène suédois qui s'appelle Ingmar Bergman, très célèbre à une époque, aujourd'hui on connaît moins, quelles avaient été ses influences. Et il avait répondu: je suis la somme globale de tout ce que j'ai vu, entendu, lu et rencontré. Je suis une petite brique au milieu d'un immense mur de briques. Voilà, alors je suis un peu comme ça, un autodidacte. Un autodidacte qui a été à l'école, tout de même, mais qui a eu des maîtres, mais surtout qui s'est choisi ses propres maîtres. Et c'est Renoir qui dit: je suis pour les écoles, je suis pour les maîtres. Et c'est juste, mais les maîtres qu'on se choisit. Donc chacun a à sa disposition dans les musées, qu'ils soient réels ou imaginaires, la plus grande industrie nord-américaine, derrière ou l'agriculture ou l'armement, c'est l'audiovisuel. Donc voilà, l'enfance, les premiers tubes de couleurs, et déjà, inconsciemment, le fait qu'il ne suffit pas d'avoir les instruments pour pouvoir en faire quelque chose. Il faut apprendre. Donc, il y a des règles, il y a des maîtres. Je suis un autodidacte. Je n'ai d'autre apprentissage que celui de mes compétences scientifiques acquises en médecine, de mon intérêt pour l'être humain, toujours en médecine, de mes longs séjours dans les musées qui, à l'époque, étaient vides, je vous assure. On pouvait aller au Louvre et s'asseoir devant la Joconde et rester des heures sans que personne ne vienne nous ennuyer. C'était vide, il y avait quelques gardiens, un peu tristos, qui étaient dans des coins et qui surveillaient. Le musée du jeu de paume, personne. Ça semble impossible. Devant des Renoirs, tout seul. Les variations sur la façade de la cathédrale de Rouen, des heures. Les nymphéas, pareil. Voilà, ça a duré 12 ans. J'ai travaillé donc avec Claude Berry, j'ai travaillé avec Jean Becker, fait entre autres Casque d'or, Goupil Main Rouge, et je l'ai étudié à travers ce que je vivais, à travers les films que je voyais, et à travers tous les éléments qui petit à petit se bâtissaient. Je voyais se bâtir la nomenclature du cinéma. C'était mon premier film, Diva, donc à la suite de ce long processus d'apprentissage. C'était un film policier. Donc c'était un film de commande. Un jour, une productrice me demande si j'ai lu le livre Diva. J'avais essayé, les livres ont toujours été, parce que ça c'est un aspect de ma vie dont je n'ai pas parlé, mais dans ma vie il y a toujours eu la peinture, la musique et l'écriture, les livres. Mais il m'avait inspiré parce que c'était un mouvement qui disait: je veux dire ce que j'ai envie de dire, je veux parler du monde, je veux casser ce langage qui me paraît trop formaté, je veux sortir des studios, je veux aller dans la rue, je veux filmer mes amours, je veux mettre des filles nues, j'ai envie de parler de sexe, j'ai envie de parler de politique, j'ai envie de parler du monde dans lequel je vis. Et je vais le faire avec les outils dont je dispose, en particulier cette caméra extraordinaire qui me permet de sortir du studio, d'aller filmer dans des escaliers, dans des chambres à coucher, dans des endroits exigus, mouvement artistique international, d'amitié, de rencontre, de connivence, dans toutes les formes artistiques, roman, peinture, sculpture, Calder, Brancusi, qui venait de Roumanie, Fujita qui venait du Japon, Picasso qui venait d'Espagne, toute l'Europe. Et ces mouvements artistiques sont des mouvements qui ont été des mouvements aussi de rencontre, d'amitié, de collusion et d'imbibation dans tous les sens du terme.
puisqu'on buvait beaucoup. Voilà, alors le studio, si vous voulez, c'est l'expression même de l'art, de la mise en scène. Dans le décor naturel, les choses vous sont imposées. Certains films américains notamment, où vous avez un chant et un contre-champ. Le chant est tourné en studio, le contre-champ est tourné en Afrique, avec des girafes par exemple. Et je trouve ça assez... Mais j'aime bien aussi l'artefact du studio. Le studio est faux, mais de ce faux naît quelque chose. Roméo et Juliette, par exemple, ou Moulin Rouge. Le travail de studio est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Alors il lui pique sa boîte de peinture, il va changer d'identité. Pendant ce temps-là, le peintre va aller se noyer. Vous voyez, c'est ces jeux de mots, c'est ces choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Mais c'est pas seulement la mise en abîme, c'est pas seulement un tableau dans le tableau ou un personnage dans le tableau qui regarde autre chose. C'est aussi les mots. C'est là où le cinéma est un art extraordinaire, parce que c'est un art qui conjugue l'architecture, la psychologie, la danse, la musique, la peinture, la sculpture, la photographie. Vous vous rendez compte? C'est immense. Et je crois profondément à la correspondance des arts. Vous voyez, il y a de la musique dans la peinture. Il y a de la peinture dans la musique. Vous y mettez, vous y apportez ce que vous avez vu, ce que vous avez imaginé. Avec peu de choses, vous faites exister un univers. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. La simplification vers un univers que vous suggérez. Si vous êtes un professionnel, j'entends. Il y a quand même des choses qu'il faut apprendre. Bien sûr. La peinture, ça sèche. Ça met un certain temps. Bon, si vous n'attendez pas, vous aurez des emmerdes. Voilà, les fonds, les machins, les trucs, les mélanges. Bon, c'est pareil au cinéma, c'est pareil dans tous les arts. Mais McEnroe, il servait, jamais on leur a dit de servir comme ça dans aucune école de tennis. C'était la réflexion sportive de conclusion.